Et je vais appeler maintenant pour la synthèse de nos débats nos amis de l'Express, Charles Haquet, le rédacteur en chef du service Monde, et Béatrice Mathieu, le grand reporter à l'économie, qui vont nous faire part de leur synthèse. Ils ont écouté attentivement, l'oreille critique, l'œil malicieux, et ils prennent le micro et nous les écoutons. Alors merci d'abord Monsieur le Premier ministre, merci Jean-François Copé, merci Emmanuel Pérez pour avoir constitué ces tables rondes qui étaient absolument passionnantes depuis ce matin. On a pris énormément de notes, on pourrait faire genre le compte-rendu pourrait durer aussi longtemps que, que ce qui s'est passé depuis ce matin. Donc on a une très lourde tâche. Vous nous donnez quoi, 10 minutes, c'est ça Monsieur le Premier ministre, pour faire ce compte-rendu? Voilà. Je reste assis pendant 10 minutes et je me lève au bout de 10 minutes. D'accord. Donc pour résumer et un peu trouver les lignes de fuite de cette discussion, partant d'une question finalement terrible et que je ne pensais pas qu'on pourrait se la poser il y a encore 10 ans, c'était comment sauver, protéger et réparer nos démocraties. Et comme l'a très bien dit Jean-François Copé au tout début, on entend de plus en plus ce discours qui semble, ou cette affirmation qui semble un peu folle. Finalement, si on tentait une dictature, ça serait peut-être pas mal, ou un homme fort, un Poutine à la française, sans savoir, sans imaginer, sans regarder finalement la chance que nous avons de vivre dans un pays comme le nôtre, d'avoir une carte vitale, et oui, de pouvoir envoyer nos enfants gratuitement à l'école, de pouvoir arriver à l'hôpital et d'être soigné avant même de sortir son chéquier. Et tout ça a un coût, cet état de providence qu'il faut réparer, et j'entrerai pas dans les débats budgétaires. Alors, pour résumer, on a essayé de trouver 7 mots qui vont donc et qui ont égrené les discussions depuis ce matin. Alors, le premier mot, c'est celui de prospérité. Alors, on a longtemps cru que démocratie et prospérité et croissance et accroissement des richesses, en fait, étaient indissociables et qu'il n'y avait qu'un seul couple possible, la prospérité et la démocratie. Et finalement, l'exemple portugais qui a été développé ce matin, mais aussi l'exemple coréen, montre que, eh bien, finalement, après la fin de la dictature, que ce soit le modèle portugais ou le modèle sud-coréen, eh bien, la démocratie a permis un décollage économique, même si, effectivement, il y a eu des années un petit peu compliquées pour le Portugal au moment de la crise des dettes souveraines et ça a été assez répété, redit à l'instant. Donc, mais par naïveté, est-ce que c'était une sorte de naïveté européenne mêlée par une sorte peut-être de condescendance européenne? Nous n'avons pas voulu voir que d'autres chemins, d'autres voies, d'autres modèles politiques se mêlaient, s'associaient aussi avec une prospérité économique, en tout cas un enrichissement de la population. Et ça, c'est la grande victoire du modèle chinois. Parallèlement à ce qui s'est passé sur les 15 dernières années dans ces parties du monde, eh bien, nous avons été confrontés, nous, en Europe, à une impuissance, à un manque de leadership, à une inefficacité grandissante et, comme vous l'avez dit, Monsieur le Premier ministre, à une improspérité qui challenge évidemment nos modèles. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste s'il ne nous reste pas forcément la prospérité et si on cherche encore à la retrouver? Eh bien, il nous reste la règle. La règle, c'est le deuxième mot que nous avons choisi. La règle, le droit, l'état de droit. Alors, on ne joue pas avec les règles. J'ai trouvé que cette phrase était très forte, était dite par Éric Dupond-Moretti. On ne joue pas avec les règles. Or, dans le monde, on joue de plus en plus avec les règles, en Europe, même en France, avec les coups de canif qui sont faits contre le Conseil constitutionnel. On voit bien aux États-Unis aussi, évidemment,
avec la Cour suprême. Et il y a un domaine où on a beaucoup joué avec les règles depuis quelques mois, mais pas que depuis quelques mois, c'est le domaine du commerce. Alors, le grand Big Bang du Liberation Day de Donald Trump, avec, je ne sais pas, vous vous rappelez tous, vous avez tous en tête ces images de Donald Trump dans la roseraie de la Maison-Blanche, avec son tableau à côté, avec les chiffres assez ahurissants de droits de douane qu'il imposait à tous les pays du monde. Et beaucoup se sont dit, mais c'est incroyable, en fait. Et ça a été redit à la fois par Henri-Paul Rousseau, mais aussi par Laurent Saint-Martin. Finalement, c'était assez prévisible. Là aussi, peut-être par naïveté ou par déni, on n'a pas voulu voir ce qui nous attendait, en fait. C'était que cette guerre commerciale, cette attaque, en fait, contre l'Organisation mondiale du commerce, contre les règles de l'OMC, finalement, tout était assez prévu. C'était dans son programme de campagne. C'était très écrit aussi par un très long papier qu'avait fait un de ses conseillers économiques, Stephen Meehan, comment, effectivement, cette guerre commerciale allait redessiner le monde. Sauf que les tarifs, ces fameux tarifs douaniers, ne sont pas simplement des instruments économiques pour rééquilibrer un commerce transatlantique ou un commerce entre les États-Unis et la Chine que Trump juge déséquilibré. C'est aussi un instrument politique, et aussi Laurent Saint-Martin l'a redit, un instrument de coercition. Et ces attaques commerciales, finalement, finissent par influer sur notre démocratie, parce que Trump l'utilise aussi pour démonter, démonétiser des règles et des règlements qu'on pourrait avoir mis en place. Et l'exemple le plus important et le plus dangereux, c'est ce qui se fait aujourd'hui. On voit bien que l'accord qui a été signé il y a quelques semaines entre les États-Unis et l'Europe est soumis aussi à des pressions américaines sur des réglementations européennes, que ce soit l'IA Act, que ce soit le DMA ou le DSA. Et ce sont des règles que l'Europe, la démocratie européenne se sont fixées. Et si on plie devant cette pression américaine, eh bien, c'est aussi une faiblesse de notre démocratie. Et nous plions aussi faute de leadership. Et de leadership, eh bien, c'est le troisième mot que l'on a sélectionné. Oui, alors, on aurait pu compter le nombre de fois depuis ce matin où le mot leadership a été prononcé. On ne s'y est pas risqué, mais je pense que c'est très important. Ou plutôt le manque de leadership. La dernière table ronde, d'ailleurs, en fait état, que ce soit Pedro Rebelo de Sousa, qui parle un grand leadership européen nécessite des leaderships nationaux forts, et il fait lui-même le constat, il n'y a pas de leadership nationaux forts. Jérémy Gallon, dans la même table ronde, le disait aussi, face aux défis européens, face au primat de la force sur le droit, au multilatéralisme broyé, il n'y a pas non plus en Europe et en France de grand leadership sur ces questions. Le rapport Draghi, on en parle. On n'a pas été plus loin en matière d'union des capitaux. L'industrie de la défense reste encore un sujet dont on parle, mais ça n'avance pas pour des questions, là encore, de leadership européen. Une personne ce matin en a parlé beaucoup de façon très concrète. C'est Félicia Burel, donc une femme d'entreprise qui a évoqué, donc dans l'industrie automobile, les problèmes que pose ce manque de leadership, ce manque de visibilité qu'elle a. Le dossier hydrogène sur lequel l'entreprise s'était investie, s'était positionnée. En 2020, 5 ans plus tard, le dossier hydrogène s'est évaporé, si je puis dire, et l'Europe est un peu dans les limbes par rapport à ce sujet. Ce qui, pour un investisseur, évidemment, pour une entreprise, pose des problèmes énormes de repositionnement par la suite. Effectivement, le problème de leadership se pose d'autant plus que, finalement, une démocratie, elle se conçoit aussi en termes d'avenir. Il faut regarder vers l'avenir, comme disait ce matin Armino Montero, dégager des lignes de force qui permettent de donner de la visibilité aux investisseurs, mais aussi de relever des défis existentiels. Et Laurent Alexandre, ce matin, a eu raison de nous alerter sur le risque d'effacement de l'Europe par rapport aux enjeux de l'intelligence artificielle, sur lesquels on est peu présent. Abandonner ce terrain crucial à ce que Giuliano d'Empoli, qui a été pas mal cité aujourd'hui, appelle les mercenaires de la tech, donc dans la Silicon Valley, qui forment avec les prédateurs autoritaires,
finalement une alliance de facto, une alliance de principe, ils veulent tous les deux en fait la disparition de la démocratie libérale. Donc voilà, cette question de leadership, elle est présente partout et elle pose malheureusement des problèmes sérieux, notamment sur le long terme. On a fêté il y a quelques jours les 80 ans d'Hiroshima. Et un Américain me disait à cette occasion, vous savez, dans la Silicon Valley, c'est sûr, il y a l'IA, mais on a 4-5 projets Manhattan dans les cartons, dont on ne parlera pas, qui sont secrets, mais qui sont capables tous de créer des ruptures technologiques de même nature. La question maintenant que je pose, c'est quel est le projet Manhattan de l'Europe? Et là encore, c'est une question de leadership. Oui, j'enchaîne, c'est vrai. Le mot d'après, je vais revenir sur la vidéo que vous avez vue tout à l'heure de Salomé Zourabichvili. Et le mot, c'est ingérence. Parce qu'il nous semble important de le souligner. Elle a très bien fait. Mais je voudrais reprendre juste 2 mots de son discours. Le premier, c'est... elle explique que la Géorgie est un laboratoire de la Russie pour expérimenter une autre façon d'ingérence, une autre façon de prédation, qui est beaucoup moins coûteuse que celle de l'Ukraine, qui coûtera beaucoup moins cher et qui est quasiment tout aussi efficace. Alors ce qu'elle n'a pas dit dans son discours, c'est que 700 000 Géorgiens n'ont pas pu voter, la diaspora géorgienne. En revanche, leurs voix ont été utilisées de façon domestique à leur insu. Et donc c'est une des raisons qui explique la victoire du parti Rêve géorgien, qui est aujourd'hui le seul à diriger le pays. Et elle a raison, Salomé Zourabichvili, de dire que c'est un début, et ce n'est qu'un début. On a vu, évidemment, ça a été cité plusieurs fois, aujourd'hui, le cas de la Roumanie. On a vu aussi le cas de la Moldavie. D'ailleurs, entre parenthèses, ce n'est pas un hasard si Emmanuel Macron, Friedrich Merz et Donald Tusk étaient en Moldavie, à Chisinau, il y a quelques jours, pour encourager, pour aider Maia Sandu pour les élections qui seront fin septembre, parce qu'ils ont conscience que l'enjeu est crucial. C'est vraiment un enjeu important. Et par rapport à ça, une dernière chose, en fait, il faut bien se rendre compte que l'Europe, et M. Raffarin, vous avez évoqué à chaque fois le fait qu'on parle d'Europe, pour nous, l'Europe n'en fait pas assez. Voilà, je le dirais clairement, il n'y a pas assez d'attention à porter à ça. La Géorgie, on fait des déclarations d'intention, mais tous les regards, tous les efforts, et on peut le comprendre, sont tournés vers l'Ukraine. Ce qui veut dire qu'en fait, les ingérences de la Russie, que ce soit en Moldavie, en Roumanie ou en Géorgie, en fait, ne sont pas vraiment combattues. Le voleur a au moins 3 coups d'avance par rapport aux gendarmes. Et ça, c'est un vrai problème, c'est qu'on n'est pas armé pour se défendre contre elle. Et dernière petite chose, l'autre mot que je voulais évoquer par rapport à Mme Zourabichvili, c'était le mot de guerre hybride. C'était juste une remarque sémantique. Je suis absolument pas d'accord avec la notion de guerre hybride, parce que pour moi, une guerre hybride, c'est, par définition, la guerre qui est en deçà du seuil d'une guerre. Mais je suis désolé, les ingérences et les actions qui sont menées par la Russie sont quasiment au niveau de la guerre. Par exemple, les câbles sous-marins stratégiques Internet qui sont arrachés en mer Baltique, je veux bien croire que ce n'est pas un acte de guerre ou une agression, mais c'en est une. Les bouées qui sont arrachées entre l'Estonie et la ville de Narva, côté russe, à la frontière estonienne, par des Russes, c'est aussi un acte finalement assez agressif. Donc voilà, la notion de guerre hybride nous dit c'est pas grave, c'est en dessous du seuil de la guerre. Moi, je pense que le mot est impropre, mais ça c'est une remarque personnelle. Alors, dans les autres notions très développées, il y a eu celle du temps long. Alors, on peut se dire c'est assez étonnant de parler beaucoup de temps long aujourd'hui, alors de l'extrême, de l'immédiateté du temps des réseaux sociaux. Et le temps long, finalement, c'est l'apanage des régimes autoritaires. Est-ce que cela veut dire que l'on ne peut pas se réapproprier le temps long? Eh bien non, on peut se réapproprier le temps long. C'est une décision, on voit bien, politique, c'est une vision stratégique. Il y a des pays qui arrivent à le faire. La Corée, et la Philippe Lee l'a très très bien montré, les entreprises familiales ont ce temps long, et Félicie Burelle nous l'a aussi montré. Et puis le temps long, c'est aussi celui de la foi, celui de la religion. Et ça, Monseigneur Rouget aussi nous a montré que le temps long, ça c'est l'éternité. Et alors c'est compliqué aussi de parler de temps long quand on est face à cette révolution technologique, cette révolution anthropologique de l'intelligence artificielle qui balaye tout. Alors, je ne sais pas si, comme moi, vous avez été
effrayé, réveillé, peut-être tétanisé par l'intervention de Laurent Alexandre. Moi, je l'ai été un petit peu, mais je pense que ça fait du bien aussi d'entendre ces discours-là. Il nous a décrit ce monde, en tout cas un monde, celui d'une partie de la Silicon Valley, d'une grande partie de la Silicon Valley, ce monde de l'homme augmenté avec les implants cérébraux de Neuralink, ce monde des super intelligences artificielles qui vont, on les a pas encore, hein, elles sont en train de s'entraîner. Et il nous a décrit un monde, en fait, où, là aussi, nous avons une forme de naïveté, où on pensait, nous, que l'homme vivrait à côté de la machine, que la machine, l'intelligence artificielle aiderait l'homme. Et non, il nous décrit un monde où la machine, l'intelligence, remplacerait l'homme. Alors là, c'est la bascule vers un autre mot, je pense, qui a été aussi, qui est important et qui fait bien le lien entre ça, c'est le mot dignité. La dignité de l'homme, quand le travail, c'est aussi l'émancipation de l'homme. Et que se passe-t-il dans un monde où, finalement, la machine a remplacé le travail de millions et de millions de travailleurs qui se retrouvent effectivement privés de travail, privés de ce qui faisait leur émancipation. Et je pense que la question de la dignité et de nos démocraties doit être interrogée. Pour finir, on va quand même finir par une note d'espoir, c'est le 7e mot. L'espoir pour retrouver ce que Jean Garrigue appelait joliment l'horizon d'attente, qui ne soit pas un mirage, qui ne soit pas le mirage des populistes, mais une vraie perspective d'avenir, capable de répondre aussi à la crise de la rationalité qu'évoquait Monseigneur Rouget. L'espoir, c'est aussi stimuler un engagement citoyen, en se souvenant notamment des années 30, en se souvenant aussi d'un moment où la fatigue démocratique était intense, mais où l'espoir existait, vraiment. En trouvant des personnes, des incarnations, capables de protéger, de faire rêver, d'engager, de faire engager les autres. En fait, monsieur le Premier ministre, vous le disiez tout à l'heure, tout ça, c'est un peu la définition du leadership. On y revient. Enfin, se souvenir des mots ce matin prononcés par Carlota Pérez, qui dit qu'on peut voir émerger à toutes les époques des leaders démocratiques, audacieux et inventifs, capables de contrer ce qu'elle appelle les leaders messianiques, dont on a abondamment parlé aujourd'hui, vendeurs de mirages, en utilisant notamment le levier de l'éducation. Enfin, il faut le courage, ce sera le mot de la fin, comme le disait Jean-François Copé tout à l'heure, pour dénoncer les mécanismes du populisme. C'est vrai que les réseaux sociaux donnent toujours la primeur à l'agresseur. Se défendre est toujours plus difficile et plus coûteux que d'attaquer. C'est vrai, mais ça n'empêche pas de reprendre les choses en main, pour reprendre vos mots. Ça demande du talent, ça demande du courage, et ça demande aussi de l'imagination. L'espoir d'un nouveau commerce mondial n'est pas impossible, comme le disait Henri-Paul Rousseau tout à l'heure. On peut imaginer cela d'autant plus que la Chine et les États-Unis, le ministre le disait ce matin, ne représentent que 23% des échanges internationaux. Il en reste donc 77% à inventer et créer un nouveau modèle. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup à toutes et à tous. Je rappelle que la Fondation édite un ouvrage annuel, son agenda, qui s'appelle Le Shérif, c'est-à-dire une synthèse historique et économique des relations internationales du futur. Mais en fait, Shérif, c'est le surnom qu'on donnait à René Monory. C'est pour ça qu'on a appelé cet almanach le Shérif. Et je souhaite que le texte qui vient d'être prononcé par M. Hacquet et par Mme Mathieu puisse figurer, s'il veut bien nous en faire part, dans notre almanach de l'année prochaine. Je pense que c'est quelque chose de très important que d'avoir une trace écrite de ces sujets. Je vois dans la salle le général Trinquant. Est-ce qu'il peut s'avancer une seconde? Juste parce que je vois une personnalité de cette envergure qui est venue là comme assistant. Juste quelques mots, parce qu'on est pris par le temps, mais dites-nous un peu ce que vous pensez un peu de tout ça. Vous êtes un grand spécialiste de géopolitique, vous avez assisté à toute cette journée, et je ne voudrais pas que vous partiez sans dire à nos amis un peu ce que vous pensez. Eh bien, écoutez, ce que je pense, pour reprendre un peu une partie de ce qui a été dit là, c'est qu'on est passé d'un monde à l'autre, que les rapports de force ont changé. Je donne toujours 2 chiffres. En 1945, il y avait 50 pays à l'ONU. Il y en a 193 aujourd'hui. Le G7 avant 1970, c'était 60% du PIB mondial.
Aujourd'hui, ça se rapproche plutôt de 30% du PIB mondial. Donc tout ceci a complètement changé. Alors je ne reviendrai pas sur les nouvelles technologies, où au passage, l'intervention musclée qui a été lieu, j'en retiens la conclusion. C'est où placer l'homme. C'est ça la conclusion que je retire. Mais donc ces changements absolument gigantesques, nous avons des empires qui se reconstruisent. L'Europe a tous les moyens pour pouvoir garder sa place et exister. Mais les empires, pour les Européens, c'était la guerre. Empire allemand, empire russe, empire britannique, empire français. Et donc elle a oublié, parce qu'elle voulait la paix, et elle a réussi depuis 80 ans à créer un havre de paix. Et maintenant, elle doit redécouvrir que ce monde est féroce, qu'il y a des carnivores, et que nous devons être des omnivores, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et donc, il faut redécouvrir un certain nombre de choses que nous avions complètement oubliées, mais nous avons les moyens de le faire. Un réveil est nécessaire. Alors, je ne vais pas faire un couplet sur la France, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu inquiétant, mais la France aussi doit se réveiller. Voilà. Merci, mon général. Nous sommes très contents de votre présence.